Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de la soirée. Voici les titres. Qui de Abdoulaye Wade ou de Macky Sall présidera aux destinées du Sénégal? La réponse le 25 mars prochain, date du second tour de la présidentielle. La décision a été prise par le Conseil constitutionnel qui a proclamé cet après-midi les résultats définitifs du premier tour. Il n'y aura pas d'année blanche au Sénégal. C'est le ministre de l'Éducation qui donne l'assurance. Kalidou Diallo, en conférence de presse, a préconisé un certain nombre de mesures pour permettre aux élèves de passer les examens. La femme à l'honneur à Ouagadougou au Burkina Faso, c'est à l'occasion de la deuxième édition des Journées cinématographiques de la femme africaine. L'événement fait la promotion du travail de la gentille féminine. Présidentielle 2012, Abdoulaye Wade et Macky Sall sont appelés à concourir pour le second tour. La décision est prise par le Conseil constitutionnel qui a proclamé cet après-midi les résultats définitifs du premier tour. Les électeurs sont appelés à retourner aux urnes le 25 mars prochain. Les résultats validés par le Conseil constitutionnel confirment pour l'essentiel ceux annoncés il y a une semaine par la Commission nationale de recensement des votes. La lecture des résultats avec Marème Diop, greffier en chef du Conseil constitutionnel. Article 1er. Les requêtes présentées par le candidat Abdoulaye Wade sont recevables. Au fond, article 2. Les requêtes du candidat Abdoulaye Wade sont rejetées. Article 3. Les résultats définitifs du premier tour du scrutin de l'élection du président de la République du 26 février 2012 s'établissent en conséquence comme suit. Électeurs inscrits 5 302 349. Nombre de votants 2 735 135. Bulletins nuls 28 346. Suffrages exprimés 2 706 789. Majorité absolue 1 353 395. Ont obtenu Moustapha Niasse 357 330, soit 13,20%. Macky Sall 719 367, soit 26,58%. Idrissa Seck 212 853, soit 7,86%. Abdoulaye Wade 942 327, soit 34,81%. Mor Dieng 11 402, soit 0,42%. Cheikh Tidiane Gadio 26 655, soit 0,98%. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye 52 196, soit 1,93%. Doudou Ndoye 4 566, soit 0,17%. Djibril Ngom 10 207, soit 0,38%. Ibrahima Fall 48 972, soit 1,81%. Ousmane Tanor Dieng 305 924, soit 11,30%. Djouma Diakhaté 3 354, soit 0,12%. Oumar Assimiou Dia 6 469, soit 0,24%. Amsatou Sow Sidibé 5167, soit 0,19%. Article 4. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, le deuxième tour du scrutin de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 25 mars 2012 en application de l'article 33 de la Constitution. Article 5. Le candidat Abdoulaye Wade et le candidat Macky Sall, arrivés en tête au premier tour, sont admis à se présenter au second tour conformément à l'article 33 de la Constitution. Article 6. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au journal officiel. Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient Monsieur Cheikh Tidiane Diakhaté, président, Isaac Yankhoba Ndiaye, vice-président, Siri Kondi Diallo, membre, Chimère Malik Diouf, membre, Mohamed Sonko, membre, avec l'assistance de Maître Marema Diop, greffier en chef.
Après les recours introduits par les partis, le Conseil constitutionnel confirme ainsi les résultats du scrutin du 26 février. Un second tour va opposer Maître Abdoulaye Wade à son ancien numéro 2, Macky Sall. Présentation de deux anciens frères de partis qui se retrouvent sur le terrain de la confrontation électorale. Amadou Aram Thiam. Figure historique de la lutte pour l'instauration de la démocratie, Maître Abdoulaye Wade est le prototype même de l'homme politique engagé. Né en 1926 à Kébémer, cet avocat très versé dans la recherche du savoir présente un cursus universitaire hors du commun. Nonobstant les certificats obtenus dans différentes facultés, il est titulaire d'un doctorat en droit et sciences économiques. C'est en 1973 qu'Abdoulaye Wade débute sa carrière politique à Kébémer comme responsable local de l'Union progressiste sénégalaise UPS. Un an plus tard, en 1974, il crée le Parti démocratique sénégalais et est élu député en 1978. Deux fois ministre d'État auprès du président Abdou Diouf, Wade n'en était pas moins l'opposant le plus virulent au régime PS, ce qui lui a valu d'être incarcéré avec 3 membres de son parti en 1993. Battu aux élections présidentielles de 1978, 1983, 1988 et 1993, il remporte le scrutin de 2000 et devient le 3e président de la République du Sénégal. Leader charismatique, adulé par son peuple, ce génie politique vient de passer au second tour de ce qui peut être considéré comme sa dernière équation électorale. Un second tour qui l'oppose à un jeune prodige qui s'est formé à ses côtés, qui a été son premier ministre et son numéro 2, Macky Sall. Né le 11 décembre 1961 à Fatick, cet ingénieur géologue est diplômé de l'Institut supérieur de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Motivé et ambitieux, il poursuit sa formation à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ENSPM de l'Institut français du pétrole IFP. Son parcours politique a réellement commencé à l'université où il se forme dans des schémas de gauche avec les marxistes-léninistes. Dès 1983, il s'oppose au Parti socialiste et s'engage aux côtés de la figure emblématique de l'opposition, Maître Abdoulaye Wade. Président des cadres du PDS, il fut nommé en 2000 directeur général de Petrosen. En 2001, il devient ministre des Mines et de l'Énergie. En 2003, il est nommé ministre de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement. Peint comme un homme de rigueur et d'intelligence, il atterrit à la station primatoriale en avril 2004. Ce riche parcours politique est complété le 20 juin 2007. Macky Sall est élu président de l'Assemblée nationale. Le Parlement qu'il quitte après un bras de fer qu'il a opposé à ses anciens frères de parti. En novembre 2008, dans une déclaration solennelle, il annonce sa démission du PDS et de tous les postes électifs acquis sous cette étiquette. Le 1er décembre 2008, il crée l'Alliance pour la République APR, son parti qui, après 3 ans d'existence, le propulse dans le 2e tour d'une élection convoitée et qui le met en face de son ancien mentor. Un scrutin que le seul peuple souverain et arbitre et tranchera le 25 mars. Amadou Aram Thiam, le premier tour de la présidentielle du 26 février n'a pas révélé que des surprises avec Abdoulaye Wade au 2e tour face à son challenger Macky Sall. Les inquiétudes redoutées ont été dissipées. Quels sont maintenant les enjeux du 2e tour? Le réalisme sera en tout cas déterminant face à la demande sociale et à d'autres questions prioritaires. Le Sénégal porte étendard d'une démocratie en marche. C'est le commentaire signé Cheikh Bamba Gueye. Qui l'eût cru, il y a juste moins de 4 ans que Macky Sall se retrouverait au second tour de la présidentielle 2012 face à Maître Abdoulaye Wade. C'est la plus grosse surprise révélée par le scrutin du premier tour qui dessine une recomposition du paysage politique. L'ascension fulgurante de Macky Sall ne passe pas inaperçue de 2001 à 2008. Ministre de l'Énergie, ministre de l'Intérieur, Premier ministre en avril 2004, directeur de campagne auréolé d'une victoire au premier tour de la présidentielle 2007, remportée haut la main par Maître Abdoulaye Wade. Président de l'Assemblée nationale la même année, puis arrive la disgrâce. En novembre 2008, il quitte le navire bleu. Mais l'on est sur le terrain politique où il n'y a pas d'état d'âme.
Dans la perspective d'un second tour entre Wade et Macky, d'autant que les deux candidats semblent résolus à s'affronter dans un débat télévisé où les promesses seront déterminantes et dont la concrétisation permettra de satisfaire la demande sociale, diminuer le chômage et régler la question énergétique. Et des enseignements du premier tour, il y en a beaucoup, comme le spectre du chaos qui s'est éloigné des frontières du Sénégal grâce à la maturité de sa classe politique. Et quid du fichier électoral? Le Sénégal conserve son statut de pays qui renforce les nouvelles tendances de normalisation du processus électoral. Leçon su en 2000, appliquée en 2007 et révisée en 2012 où ce soir du 26 février, l'on a compté des bulletins de vote et non des morts. De l'issue d'un second tour apaisé dans l'organisation, la participation et le déroulement dépend notre position sur les processus électoraux en Afrique. En tout cas, la réussite de cette étape serait une confirmation de ce qu'on peut appeler l'exception sénégalaise, tout simplement. Et pour une bonne couverture médiatique du premier tour de la présidentielle, la section RTS Radio a déployé de gros moyens. C'était pour permettre à ses auditeurs de vivre la campagne électorale. Aujourd'hui, l'on va vers un second tour. Et comment compte-t-il s'organiser? Voici quelques éléments de réponse avec Claire Diop. Première au Sénégal, la vieille dame date de l'époque coloniale. Au fil des ans, Radio Sénégal a su s'affirmer dans le paysage médiatique sénégalais. La structure est désormais présente dans toutes les régions du pays. Les studios de la radio ont fait peau neuve. Ces locaux sont équipés de matériel audio de haute technologie. La responsabilité, la maturité, la crédibilité de l'information, tels sont les maîtres mots ici à la chaîne nationale. Son but, la satisfaction de ses fidèles auditeurs. On ne fait pas la fine bouche, nous sommes une radio très écoutée, parce qu'on sait que souvent, quand les gens sortent à l'intérieur du pays, notre réception est meilleure que toutes les autres réceptions des radios de la place. La campagne électorale du 26 février dernier, la chaîne nationale ne pouvait manquer un tel rendez-vous. Un programme spécial avait été concocté pour les auditeurs. Ces derniers disposaient de l'information en temps réel. La radio en est à sa énième expérience. Déjà, de 10h à 11h, nous faisions le tour des correspondants régionaux pour tâter le pouls de la campagne un peu dans les régions, parce que la campagne, ça ne se passe pas qu'à Dakar. Dans les régions aussi, elles en font partie. Nous avions aussi un journal de la campagne qui passait dans les éditions matinales et aussi dans les éditions de la mi-journée, c'est-à-dire à 7h, 7h30 pour le français Wolof, 12h et 13h pour le français Wolof aussi de la mi-journée. Les après-midi, nous suivions un peu les correspondants que la RTS, les reporters, je devrais dire, les reporters que la RTS avait affectés aux 14 candidats. Et tout ce beau monde intervenait en direct. Cette couverture médiatique a été réussie grâce au concours et à la mobilisation de ses agents, correspondants régionaux et départementaux. Radio Sénégal, c'est plus d'une centaine de reporters. On peut dire que nous avons mobilisé tous les reporters parce que, nonobstant, disons, les reporters affectés aux candidats, quand dans une région, un candidat y est, le reporter qui est affecté au candidat et travaille pour la radio, mais aussi nos correspondants locaux travaillent aussi pour la radio. Ce qui fait que nous avions un maillage du territoire tellement dense que j'ose même dire que nous étions la seule radio qui était capable de faire cela, vu un peu les moyens que nous avons en termes de ressources humaines. Le deuxième tour de cette présidentielle de 2012, c'est dans quelques jours. Pour la couverture, le même dispositif sera maintenu, mais avec un plus. Comme ce que nous avons fait pour le premier tour nous a réussi, on peut remettre ça, mais en améliorant un peu, parce que là nous n'aurons plus 14 candidats, mais 2. C'est d'abord plus soft et plus léger, mais le dispositif sera le même, c'est-à-dire c'est une campagne électorale pour un second tour qui sera déterminant pour celui qui va être le prochain président de la République. Nous allons aussi associer nos stations régionales à cette campagne-là, parce qu'elles en font partie. À partir de Dakar aussi, nous allons continuer à couvrir cette campagne comme il se doit, à animer un journal de la campagne, comme nous le faisions aussi lors du premier tour. Pour la couverture médiatique de cette présidentielle de 2012, un bilan positif est tiré par les autorités de la radio. La RTS section radio s'est engagée à informer juste et vrai, toujours plus et mieux.
Nous restons sur ce chapitre toujours avec le programme des Nations Unies pour le développement qui réitère son engagement à accompagner la RTS dans l'exécution de sa mission de service public. Le représentant résident était l'hôte de la direction générale cet après-midi. Au menu des échanges, le soutien apporté par le PNUD lors de la couverture du scrutin du 26 février à Ramdao. Ce chèque de 15 millions de francs CFA a déjà été encaissé par la RTS. Il a été offert par un partenaire de très longue date, le PNUD en l'occurrence. Ce démembrement du système des Nations Unies a ainsi fortement contribué à la couverture des 21 jours de campagne du premier tour. Si nous avons pu jouer notre partition, madame, comme il le fallait, si nous avons été félicités par les différents candidats qui étaient en course dans cette élection présidentielle, nous vous devons certainement dans une grande part. Parce que c'est vrai que pour, disons, jouer son rôle en démocratie, il faut un respect des textes scrupuleux, mais il faut également des moyens. Si nous avons pu suivre les candidats à travers le pays, l'ensemble des 14 candidats, avec les véhicules qu'il fallait, les caméras qu'il fallait, il y a eu un soutien de l'État, mais il y a également eu vous, partenaire de l'État. C'est grâce donc aux Nations Unies que nous avons pu avoir suffisamment de cassettes pour enregistrer l'ensemble des discours des candidats. Pour justifier le choix porté sur la RTS, le représentant résident convoque le professionnalisme et l'expertise de la chaîne. Le choix de la RTS n'est pas fortuit. La RTS, nous l'avons choisi parce que c'est un partenaire de longue date et compte tenu également du professionnalisme de votre institution, nous avons estimé que l'appui qu'on pourrait apporter dans ce processus électoral pourrait bien passer par vous. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir la réaction des candidats. Toutes les félicitations que la RTS a eues, je pense, comme vous l'avez si bien dit, nous partageons ça également. Et je pense que le fait d'avoir fait ce geste dénote encore une fois l'engagement que nous avons pour la démocratie et surtout de voir ce pays pouvoir conserver cette tradition qui est reconnue mondialement. Et je peux dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont fait preuve de maturité et de sagesse. La page du premier tour étant tournée, la RTS devra s'investir dans celle du second. Pour la direction générale, il s'agira de se maintenir dans cette dynamique pour satisfaire les deux candidats. Le 21 février dernier, les femmes de la plateforme de veille s'étaient retrouvées pour dire non à la violence électorale. Un pari gagné à l'issue du premier tour du scrutin. Et encore une nouvelle fois, elles lancent un appel à la paix. Amadou Aramcha. C'est dans cette salle du succès remplie que les femmes vêtues de blanc ont fédéré leur synergie pour restaurer la paix au Sénégal. Venues de la société civile, d'organismes non gouvernementaux, elles disent non à la violence électorale. Soutenue dans ce combat par de bonne volonté, l'initiatrice a tenu à remercier le secteur privé. Je suis venu rendre visite au président Mbou, certainement pour le remercier. Il a été le premier à répondre en disant « Pour la paix, je vais me mobiliser avec vous ». Vous savez, moi je suis toujours derrière la scène, mais réellement, vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir techniquement, financièrement. La paix, facteur de cohésion sociale, est aussi facteur de développement économique. L'entreprise ne pouvant prospérer que dans un climat social apaisé. La plateforme de veille des femmes lance un appel au secteur privé pour une implication plus appuyée à la recherche de la paix. La lutte continue, mais ce que nous voulons également dire à ce secteur privé, ce n'est pas seulement un État qui fonctionne. Nous disons pas c'est les ONG et les mouvements de femmes qu'il faut mobiliser, mais également il faut qu'eux-mêmes s'ils se mobilisent, s'ils veulent un environnement paisible. S'il y a des mouvements qui s'activent pour rassurer tout le monde, pour demander il faut la paix, donc c'est important. Donc je crois que c'était normalement, c'est nous qui devons le remercier. Les femmes qui se félicitent du déroulement transparent de l'élection du 26 février comptent continuer la sensibilisation pour un deuxième tour d'un scrutin apaisé.
Nous restons avec les femmes, mais sur un tout autre chapitre, avec la Journée mondiale de la femme qui se prépare. C'est dans 2 jours au Sénégal. Elle coïncide cette année avec les préparatifs du second tour de la présidentielle. N'empêche, les Sénégalaises comptent encore monter au créneau pour se faire entendre. Elles demandent beaucoup plus de soutien de la part de l'État. Tchorodja. Célébrée chaque 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes a été adoptée par les Nations Unies en 1977. L'objectif de cette journée était d'offrir aux femmes un cadre de revendication et d'analyse de leurs conditions de vie dans la société. Nous connaissons nos droits et nous pensons aux femmes du terroir, des femmes qui sont à l'intérieur du Sénégal, qui aujourd'hui ont le droit d'avoir encore un renforcement en ce qui concerne l'alphabétisation et la formation, surtout en petites et moyennes entreprises. Pour se faire entendre, les groupes et associations de femmes organisent des manifestations partout dans le monde. Les Sénégalaises ne sont pas en reste. Et du moment que le 8 mars est une journée qu'on nous a consacrée, on aimerait bien aussi que les lois qu'on vote, par exemple la parité ou ça soit effectif. Parce qu'on a voté ces lois, mais jusqu'à présent, on ne voit pas que c'est effectif dans les entreprises. Et franchement, c'est dommage. Donner aux femmes tous les droits qu'elles ont, de par cette parité, qui est la conclusion de tout. Au Sénégal, le concept de parité a déjà fait couler beaucoup d'encre. Un de nos consultants donne la version de l'islam sur la question. Dans la religion musulmane, l'homme et la femme sont égaux en adorant le Tout-Puissant. Dans les prières, le hajj, le ramadan, tout ça, tout ce que Dieu nous a demandé de faire dans l'islam, l'homme et la femme sont égaux. Dans le cas de la responsabilité familiale, l'homme doit être devant, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Les hommes devant, les femmes derrière. Mais une femme peut diriger un homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été embauché par Sayyidatuna Khadija. Khadija avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de travailler pour lui. Donc une femme peut être à la hauteur d'un homme dans le milieu professionnel. De célébration en célébration, les thèmes changent et s'adaptent au contexte politique, économique et social. Pour cette année, des questions relatives aux droits et aux activités des femmes sont au menu. Le 8 mars, la parole aux femmes. Pour compléter, la RTS vous propose à partir de ce soir une série de débats en direction de la Journée mondiale de la femme. Et juste après ce journal, Anne-Marie Gomis vous donne rendez-vous avec ses invités, Oumou Kalsoum Sarr de la radio et Marema Sissé-Thiam, directrice de l'entrepreneuriat féminin. Elles débattront autour du thème de l'autonomisation de la femme rurale et de la parité dans les instances de décision au Sénégal, à suivre après ce journal. Je vous le disais en titre, bonne nouvelle pour l'école sénégalaise. Il n'y aura pas d'année blanche. L'assurance est donnée par le ministre de l'Éducation. Kalidou Diallo reconnaît certes l'existence de perturbations, mais préconise un certain nombre de mesures pour permettre aux élèves de passer les examens. Il était face à la presse, nous dit Mortala Diop. Face à la presse, Kalidou Diallo a dès l'entame de son propos fait une précision de taille. Il n'y aura pas d'année blanche. Le ministre de l'Éducation reconnaît l'existence d'une crise scolaire, mais cela ne peut pas déboucher sur une année blanche. Au total, on peut dire que c'est vrai que la situation est perturbée, mais elle n'est pas bloquée. Et on ne peut pas parler d'année blanche. Voici la recette proposée par Kalidou Diallo face à cette menace d'une année blanche. Ce qu'on peut envisager, si, après mon appel tout à l'heure, le syndicat a décidé de reprendre, on pourrait envisager le report des examens, et bien sûr entre août et septembre, et selon les analyses qu'on fera ensemble, avec mes services. Si les perturbations se poursuivent, une partie des candidats pourraient composer pour les prochains examens à date issue. Les autres vont être reprogrammés dans une session spéciale. Pour lui, ce contexte d'entre-deux tours d'une élection présidentielle n'est pas un moment indiqué pour signer des accords ou des engagements. Dans beaucoup de pays, à quelques semaines des élections générales, aucun gouvernement n'ose prendre des engagements. Aucun. À plus forte raison, dans des élections en 2 tours,
Alors, le ministre qui négocie, que ce soit l'éducation, que ce soit les finances, mais quel pouvoir, quelle légitimité il a pour pouvoir négocier? Pour conclure, le ministre a invité tous les acteurs à se mobiliser pour un respect du droit à l'éducation et aux enseignants. Il demande de faire preuve de dépassement pour décanter la situation. L'actualité hors de nos frontières au Congo. 2 jours après l'explosion du dépôt de munitions et d'armement de Mpila, les secours s'organisent même si le risque d'une nouvelle explosion n'est pas écarté. Les blessés et quelques 5000 sinistrés enregistrés attendent encore. Les hôpitaux sont sous-équipés. Un champ de ruines, comme après une bataille militaire. Dans les rues voisines de la caserne de Mpila, les habitants tentent de sauver le peu de biens qu'il leur reste. Ici, tous sont traumatisés par l'explosion de dimanche. Le quartier de Mpila vraiment a vécu vraiment énormément, vraiment catastrophique. Donc même ici, même à l'intérieur, comme vous voyez là. Donc là, si on fouille bien, il y a parfois des corps là-dedans. Voici un peu les rescapés de la catastrophe exhibent les obus retrouvés sur place. Des armes de gros calibre stockées à 2 pas. Nous avons peur aujourd'hui, nous avons peur même. Ils ont perdu les mamans, des grands-mères, nos enfants. Ça va bon, ça nous fait très mal. Même si les derniers foyers d'incendie ont été maîtrisés, le risque d'une nouvelle explosion à Brazzaville n'est pas totalement écarté. En attendant l'opération de déminage, les secours se poursuivent péniblement. Des dizaines de personnes attendent encore d'être prises en charge. Les hôpitaux sont sous-équipés. Vraiment, nous avons besoin d'aide. Qu'elles viennent des États-Unis, qu'elles viennent d'Europe, qu'elles viennent d'Afrique, ou même des hommes d'affaires de notre pays, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de médicaments pour sauver ces malades. Des équipes médicales venues de Kinshasa, Paris ou Rabat sont arrivées sur place. Un soulagement relatif pour les victimes de ce drame qui a fait au moins 180 morts et plus de 1300 blessés. Direction l'Irak, où 27 policiers ont trouvé la mort dans une opération commando attribuée à Al-Qaïda. Cela s'est passé à Haditha, dans l'ouest du pays. Ainsi démarre notre survol de l'actualité dans le monde. Nouvel attentat contre les forces de l'ordre en Irak. Lundi, 27 policiers sont morts dans une opération commando à Haditha, dans l'ouest du pays. Mardi, 4 personnes ont été arrêtées. L'opération attribuée à Al-Qaïda n'a pas encore été revendiquée. En revanche, mardi, le réseau islamiste a revendiqué des dizaines d'attentats perpétrés à Bagdad entre mi-janvier et mi-février. Aux États-Unis, les candidats aux primaires républicaines sont plus que jamais en campagne. Ce mardi, c'est le Super Tuesday. 10 des 50 États votent pour désigner l'adversaire de Barack Obama à la présidentielle de novembre. 4 candidats sont encore en lice. Le modéré Mitt Romney fait la course en tête au plan national. Il est au coude à coude avec Rick Santorum, le défenseur des valeurs chrétiennes. Ce Super Tuesday pourrait permettre de les départager plus clairement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou achève ce mardi sa visite officielle aux États-Unis. Lundi, le président américain a appelé son allié israélien à privilégier la diplomatie dans ses relations avec Téhéran. Barack Obama a réaffirmé sa détermination à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. En réponse, Benjamin Netanyahou prévient que son pays ne peut pas vivre en permanence sous la menace iranienne. Des déclarations qui interviennent alors que l'État hébreu envisage sérieusement d'attaquer les sites nucléaires iraniens. Malgré la crise, les passionnés d'automobile s'autorisent encore à rêver. C'est la raison d'être du Salon automobile de Genève qui vient d'ouvrir ses portes pour 15 jours. Les constructeurs présentent leurs modèles les plus luxueux. En vitrine aussi, les véhicules électriques et les voitures connectées. Grâce à Internet, elles indiquent par exemple le parcours pour éviter les embouteillages. Et nous revenons maintenant à l'actualité sénégalaise pour parler de ces nouveaux acteurs agricoles sur le marché de l'emploi. C'est le lycée technique agricole de Bignona dans le sud du Sénégal qui livre ainsi sa première promotion en BTS, des élèves formés dans divers domaines de l'agriculture. Le ministre de la Jeunesse, maire de Bignona, a présidé la cérémonie de remise des diplômes à Basso. Pour une ressource humaine de qualité, ressources humaines aptes à conduire une agriculture moderne et compétitive dans le but d'assurer un développement durable dans la région naturelle de la Casamance,
Le lycée technique agricole Émile Badiane de Bignona a pris l'option de miser sur la formation. Justement, dans ce domaine, des dispositions ont été prises pour diversifier l'offre, surtout dans le domaine agricole. Il y a des BTS en horticulture, en mécanique, etc., etc. Mais un BTS en conduite et gestion d'exploitation agricole, c'est le premier au Sénégal. Le plus difficile, c'est l'insertion. Nous avons vraiment confiance en l'avenir parce que nous sommes sûrs que ces BTS sont pétris de qualité. La formation a été très rigoureuse. Ouvert en 1999, le lycée développe des filières technologiques agricoles entre autres avec un programme d'enseignement technique agricole et cours théoriques. Le lycée agricole Émile Badiane veut placer la barre très haut malgré les difficultés notées dans la prise en charge sociale des élèves. Cette formation-là, c'est une nouvelle formation. Nous sommes les premières promotions et en ayant ce diplôme-là, on est directement opérationnel vers le monde du travail. Là, nous avons l'intime conviction qu'ils vont répondre à l'attente du pays parce que ils ont toutes les qualités pour le faire. Ils ont fait des stages, ils ont fait des formations de terrain et tout cela concourt à les rendre aptes à travailler sur le terrain. Un brevet de technicien supérieur est une aubaine pour ces 204 élèves dont 49 filles. La première cohorte de BTS compte 21 techniciens supérieurs dont 3 filles vient de subir l'examen de certification avec un taux de réussite de 100%. Satisfaction totale pour l'administration, élèves et parents d'élèves lors de la cérémonie de remise de diplôme. Nous passons maintenant à la santé pour parler des planificateurs. Ils viennent renforcer le système national de santé mis à la disposition des régions sanitaires. Les planificateurs aident à la mise en œuvre des activités et au recueil des données sanitaires. À Fatick, la planification est un volet important de la lutte contre le sida. Omar Diaw. Les données épidémiologiques sur le sida ne sont pas toujours faciles à collecter. Pourtant, la disponibilité de statistiques fiables permet de mieux cerner la situation. C'est ainsi que des planificateurs sont venus renforcer les régions médicales. Nous avons comme fonction d'appuyer la collecte des données de qualité et surtout veiller à la promptitude et la complétude des données sanitaires. Nous savons qu'au Sénégal, qu'il y a beaucoup de difficultés sur les données sanitaires. La planification est une action permettant de prévoir, de mettre en œuvre et de coordonner les interventions des différents acteurs d'un système. Il s'agit d'une organisation des moyens et des objectifs à travers une feuille de route claire. Chaque mois, nous faisons la planification des activités à mener, mais avant cela, nous procédons d'abord à voir qu'est-ce qui a été réalisé. Et ce qui n'a pas été réalisé, nous le mettons en œuvre, nous le planifions avec les districts, ce que les districts doivent faire, ce que la région médicale doit faire et même certains partenaires. Dans la région de Fatick, la planification des activités de lutte contre la pandémie est en marche. On note cependant une insuffisance du nombre des travailleurs sociaux dans la prise en charge. Il manque de travailleurs sociaux. Par rapport aux recherches de perdus de vue, nous en avons beaucoup et nous n'avons pas de personnel qualifié qui peut faire cette activité, sachant que surtout c'est un travail dévolu aux travailleurs sociaux. La santé étant loin d'être exclusivement la médecine, place doit être faite plus largement aux travailleurs sociaux et c'est un médecin qui le dit. Il faut vraiment un accompagnement social des malades, avoir des fonds pour les aider à avoir leurs médicaments et à leur donner du transport pour qu'ils viennent respecter leur rendez-vous correctement. La question des perdus de vue constitue une véritable épine au pied des personnels soignants. En même temps, elle est une menace sur la communauté par la continuation de la chaîne de transmission, surtout pour les sujets présentant une co-infection, sida, tuberculose. Et nous en venons au sport maintenant. Football, le championnat de Ligue 1 reprend avec la 5e journée. Hier à Demba Diop, Jaraaf et Tourekunda font match nul, 0 but partout. Mais l'AS Douane réalise, elle, la bonne opération avec une large victoire, 3 buts à 0 devant Dara. Résumé des deux matchs, c'est avec Pabirambi Kenyai.
Dans la loge officielle du stade Demba Diop, les attentes étaient nombreuses. Sous les yeux et sur le papier, l'une des affiches faisait rêver Jaraaf Touré Kunda. Le Jaraaf d'Alassane Dia, plutôt énigmatique, avec de grosses individualités, des joueurs expérimentés comme Sidibé, Alfou Marceau, Ibrahim Sissé, devant la jeunesse, la courageuse équipe du tout-puissant Touré Kunda. Fidèle à sa réputation, avec un jeu très physique, des duels épiques, et le Jaraaf tombe dans le jeu mourois. Au bout d'une séquence, Pape Makoussar se laisse emporter par son élan et bute sur Ousseynou Ndiaye. Les nerfs tendus finissent par passer à l'énervement. Makou et Tierno Tchoun en viennent presque commun. Pourtant, ces deux joueurs se connaissent bien. Ils ont partagé la sélection olympique. Bref, les deux équipes passent à côté du jeu et se quittent sur un score nul et vierge. Tu sais, Touré Kunda, il a eu des matchs amicaux que nous, on n'a pas eu, tu vois. Bon, on a essayé de gérer avec notre manière parce que bon, on a des joueurs expérimentés qui savent jouer, qui savent comment faire bouger. Bon, on a tenté, mais comme l'équipe était très physiquement, l'équipe de Touré Kunda, bon, on a fait le mieux pour l'instant. Le Jaraaf, c'est une équipe qui aime jouer. Nous aussi, on aime jouer. Mais on était obligé de les presser très haut pour les empêcher de jouer. C'est ce qu'on a fait. Bon, notre objectif majeur, c'était la victoire. Mais puisqu'on n'a pas la victoire, on retourne à la maison avec un point parce qu'on était en déplacement. En levé de rideau, il n'y avait pas de spectacle, mais quand même des buts. Douane Dara se décompte en seconde période avec l'ouverture du score des Gablous. Un coup de pied arrêté, une remise et la tête piquée de Samba Tamboura. L'attaquant de l'AS Douane est dans un jour de grâce. Et sur ce magnifique débordement de l'international sénégalais Moussa Ndiaye, Tamboura, libre de tout marquage, profite des errements défensifs d'Oudara. Cela fait 2-0. Le coup d'œil de Moussa Ndiaye, une passe décisive et devant les buts, le réalisme finit par payer. Alors on se dit que le match est plié, mais non. Dara se découvre et s'expose au contre-attaque. Comme ici avec cette échappée de El Hadji Seri Diallo. Il élimine Moussa Gueye et derrière le plat du pied. En zone mixte, Badarassa parle de match référence dans un contexte difficile. Plus de 45 jours sans jouer. Il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Mais l'AS Douane a montré qu'on devra désormais compter sur elle dans la course au titre de champion du Sénégal. Cinéma pour boucler cette édition et c'est parti pour la deuxième édition des journées cinématographiques de la femme africaine. Elles ont été ouvertes depuis samedi à Ouagadougou au Burkina Faso. L'objectif de cet événement est de promouvoir le travail de la gente féminine. Sur la tribune et dans la salle, des réalisatrices, des comédiennes venues de tout le continent, avec leurs films, courts ou longs, documentaires ou fiction, elles participent depuis samedi à la deuxième édition des journées cinématographiques de la femme africaine à Ouagadougou. J'ai tenu à faire le déplacement parce que c'est un événement qui met en valeur la gente féminine, en particulier les femmes du cinéma. Donc pour moi c'était très innovateur et puis très important d'être là. Cette rencontre est une initiative du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. En alternance avec sa grande fête biennale, le FESPACO veut mettre en avant les femmes du 7e art, leurs œuvres et leurs difficultés spécifiques. D'ailleurs, cette deuxième édition des journées cinématographiques de la femme africaine est placée sous le signe de la formation. Nous tendons aujourd'hui vers la recherche de l'excellence et on ne peut atteindre l'excellence que par le biais de la formation. Nous sommes aussi dans un monde de compétition. C'est vrai, l'art, il y a le talent initial, mais pour s'imposer, on a besoin d'un peu plus, c'est-à-dire d'être formé pour pouvoir produire des films de qualité. JCFA, deuxième édition. Comme le FESPACO le Grand, les JCFA se termineront par une remise de prix le week-end prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Ibrahim Mboup. Merci de votre fidélité. Bonsoir.